Bonjour à toutes et à tous pour cette première table ronde de la journée consacrée à la notion de réussite et diversité. Comment la diversité de nos apprenants nous invite-t-elle à innover? Alors j'ai envie pour commencer de rappeler que la réussite et l'égalité des chances sont pour nos démocraties un enjeu crucial et que les établissements d'enseignement supérieur jouent pleinement leur rôle de ce point de vue. Le service public de l'enseignement supérieur, d'après le Code de l'éducation, contribue à différentes missions et parmi les principales missions qui sont énoncées dans l'article L123.2, on a justement donc la réussite de tous les publics, la réduction des inégalités sociales et culturelles et puis la construction d'une société inclusive. Dans ces missions d'intérêt général, il faut compter avec une diversité croissante de nos publics. Alors on peut voir dans cette diversité une contrainte, une complexité, quelque chose qui est compliqué à gérer. On peut aussi en faire un moteur d'innovation. Et dans cette table ronde, nous allons aborder toute la palette des dispositifs, pratiques, façons de penser innovantes qui amènent les uns et les autres à renouveler leur métier. Et ça, c'est quelque chose qui est très stimulant, je pense. Vous allez le voir avec nos intervenants. On va plus spécifiquement donc aborder on va dire un large spectre de pratiques sans se contenter de l'innovation pédagogique, qui est bien sûr celle à laquelle on pense spontanément, mais il y a beaucoup d'autres dimensions. Donc je remercie nos 4 intervenants d'avoir accepté de participer à cette réflexion, ce partage d'expérience. Vous représentez différentes fonctions, différentes structures, différents établissements, différentes échelles, différentes régions. Vanessa David Vézan, vous êtes ingénieure d'études en microbiologie, vice-présidente déléguée au handicap, à l'inclusion et aux solidarités à l'Université de Bourgogne. Karine Monnier-Jobé, vous êtes enseignante-chercheur en chimie moléculaire, directrice du service orientation-stage-emploi à l'Université de Franche-Comté. Cécile Picard-Limpins, vous êtes chef de projet du NCU New Deal à l'Université de Bordeaux. Et enfin, Bertrand Montubert est professeur et directeur du projet de NCU Atypie Friendly. Vous allez pouvoir l'entendre à travers des capsules vidéo qu'on a enregistrées en amont de cette séance. Donc on va procéder en 2 temps essentiellement. On va commencer peut-être sur la partie pédagogique. Donc voir un petit peu comment on est passé progressivement de la notion d'un étudiant type à la conception d'étudiants qui sont tous singuliers, qui sont tous à besoins spécifiques, et voir ce que ça induit dans nos différents métiers. Et ensuite, on va essayer d'élargir pour voir un petit peu comment cette notion de réussite pédagogique, cette notion d'innovation pédagogique, elle ne peut porter que si elle est environnée. Donc concevoir une sorte d'accompagnement total des étudiants de façon à favoriser leur réussite. Alors commençons tout de suite peut-être par un aperçu de la diversité des publics qui est croissante dans les établissements d'enseignement supérieur. Vanessa, est-ce que vous pouvez nous donner, pour commencer, un premier aperçu de la diversité des publics dans votre établissement ? Alors, à la question, existe-t-il un étudiant type? Eh bien, pas vraiment. Effectivement, nos publics sont effectivement très différents. Donc, nous avons des étudiants français, des étudiants internationaux, nous en avons tous. Certains vivent en Bourgogne-Franche-Comté et d'autres vivent de l'autre côté de la planète. Certains viennent de zones de guerre, sont réfugiés ou encore demandeurs d'asile. Certains sont soutenus par leur famille financièrement, puis d'autres non. Et d'autres n'ont pas de famille, certains sont boursiers, d'autres non. On a des indicateurs. Donc 70% de nos étudiants travaillent pour soutenir leur famille, pour aider pour leurs études. 50% n'ont pas le choix, ils sont obligés de travailler pour payer leurs études. On sait, les chiffres 2023 disent que 36% de nos étudiants sautent également un repas et 25% se déclarent en précarité et ont surtout des difficultés pour se loger et sont en détresse effectivement psychologique liée à tous ces problèmes financiers. Mais on a également des étudiants en bonne santé
physique ou morale, et puis d'autres qui sont en situation de handicap ou en souffrance mentale. Et d'ailleurs, qu'on parle de handicap, alors on a un spécialiste qui va nous rejoindre avec ses capsules vidéo, c'est effectivement déjà là un champ très vaste, parce qu'un étudiant à mobilité réduite ne rencontre pas du tout les mêmes problématiques qu'un étudiant aveugle ou dyslexique ou avec des troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme par exemple. Et au sein de l'autisme, Bertrand va nous l'expliquer, c'est encore déjà des univers très variés. Et puis, au sein de ces publics, certains ont des facilités d'apprentissage, et puis d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Puis l'université, déjà, c'est difficile. Venir à l'université, c'est pas accessible à tout le monde. Puis il y a aussi le début de l'autonomie, aussi bien pour ses études qu'au niveau personnel. Et puis quand on parle d'égalité des chances, il faudrait tenir compte de tous ces paramètres intrinsèques. L'université, c'est effectivement la diversité. Alors, il faut travailler ensemble de façon plus active pour les aider à aller jusqu'au bout de leur parcours universitaire en tenant compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Merci beaucoup. Karine, est-ce que vous pouvez compléter ce tableau, ce premier aperçu? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Alors, au-delà de la diversité dont vient de parler Madame, moi, je fais un focus sur 3 types de parcours, 3 types d'étudiants dans 3 parcours. À savoir, nous avons à l'Université de Franche-Comté des cursus master en ingénierie, donc des parcours sélectifs. Les étudiants ont choisi, ont fait un choix éclairé de sélection. Et dans ce cadre, ces étudiants ont une dynamique particulière, c'est qu'ils sont engagés, ils sont acteurs de leur projet. Et donc pour les mettre en action, nous n'avons aucune difficulté. Vous verrez dans les différentes actions que je vais vous proposer, ce sont des étudiants participants. Parallèlement, nous avons bien sûr des UFR et donc toutes disciplines sont représentées, SLHS, SJEPG, droit, éco-gestion, AES, et puis sciences et techniques. Et dans ce cadre, des UFR, des licences, nos étudiants, on a l'impression qu'ils subissent, en arrivant bien entendu, je parle des néo-entrants, qu'ils subissent, qu'ils ne se sont pas encore rendus compte du changement nécessaire de posture du lycéen à l'étudiant. Et dans le cadre donc des actions que l'on mène, je pense qu'on les mobilise et qu'on les réveille un peu sur ces points, mais on met un certain temps. Et le 3e type d'étudiants sont les étudiants qu'on dit être oui-si, qui peuvent accéder à une licence si et seulement si ils suivent un parcours, donc soit 4 ans pour une licence de 3 ans, soit des modules complémentaires au cours de la première année. Et dans ce cadre, on a constaté, avec les actions que nous avons menées, qu'il est difficile de les impliquer, parce qu'ils sont plutôt centrés, ils sont focalisés sur des objectifs à court terme. Et donc ceux-là, on les retrouvera dans nos parcours de réorientation. Oui, très intéressant, parce que là, on voit vraiment la différence des prérequis des étudiants, notamment en matière de construction de leur parcours, et du coup, les actions qui vont en découler. Cécile, est-ce que vous pouvez compléter également ce tableau? Oui, tout à fait. Je rejoins donc effectivement Vanessa, la diversité à l'Université de Bordeaux. C'est quelque chose qu'on a tout de suite identifié. Une diversité qui provient d'une logique d'accès de tous à l'enseignement supérieur, la première chose. Puis la diversité, elle est intrinsèque à tout étudiant, puisque l'étudiant arrive avec ses propres capacités, son projet professionnel et d'études. Et l'environnement qui nous entoure et l'évolution rapide des compétences métiers lui impose une adaptation. Donc rapidement, à l'Université de Bordeaux, on a considéré que tout étudiant était à besoin dits spécifiques. Donc on ne cantonnait pas le besoin spécifique à une typologie d'étudiants. Et également, on a introduit ce qu'on a nommé, et je pense un certain nombre de NCU le nomment ainsi, c'est la notion de réussite éducative, dans une acception de réussite plurielle. Donc réussite éducative, pour nous, c'est l'adéquation entre les capacités de l'étudiant, son projet personnel et professionnel, et puis la concrétisation à l'issue de la diplomation. Donc c'est cet alignement qui nous importe au bénéfice donc, de l'étudiant. Merci beaucoup. Je pense qu'il était important de rappeler cette diversité. Alors ça n'épuise pas tous les cas qu'on peut rencontrer en établissement, mais ça donne déjà un bon aperçu. Alors évidemment, quand on sort de la notion, comme on l'a fait pendant très longtemps, d'un parcours type pour un étudiant type, qui sans doute n'a jamais existé, mais en tout cas il y a eu pendant longtemps des parcours types à l'université, quand on sort de cette perspective,
on voit que l'approche pédagogique nécessairement est modifiée. On ne peut plus concevoir un programme unique pour des étudiants qui sont tous différents, qui auront tous besoin d'un accompagnement différent. Cécile, dans le cadre du NCU New Deal, vous êtes en fait sorti de cette notion de parcours type, qui a d'ailleurs disparu des textes réglementaires. À peu près en 2018, avec l'arrêté licence et le cadre national des formations, le ministère a demandé aux établissements de ne plus appeler leurs parcours des parcours types. Ce sont des parcours du point de vue de la codification apogéenne, je dirais, mais ça change beaucoup de choses. Comment est-ce que vous avez fait dans le NCU? Alors, je dirais je vais plutôt répondre à comment on est en train de faire, puisque nous sommes toujours, comme beaucoup de NCU, en train de développer la transformation que nous avons formalisée dans un premier temps. Donc l'objectif premier, effectivement, c'était de sortir des cursus dits tubulaires, souvent monodisciplinaires, où les réorientations sont considérées comme des échecs. C'est aussi quelque chose d'assez notoire. On a souhaité, au sein du NCU New Deal, arriver au concept d'ouverture des cursus, donc pour une personnalisation des parcours dits étudiants. Donc effectivement, on retire l'usage du parcours type, on maintient en fait le cheminement et l'itinéraire étudiant. Et cette personnalisation peut agir à différents niveaux, tant en termes de contenu de l'offre de formation, donc des choix d'enseignement qui sont donnés et proposés aux étudiants au regard à la fois de ses capacités et de son projet professionnel, mais également une personnalisation en termes de rythme au regard, voilà, peut-être de sa vie à côté de son projet d'études. Dans un premier temps, donc, le NCU New Deal a commencé en 2018, puisque il faisait partie de la première vague de l'appel à projet NCU. On s'est donné le temps d'expérimenter donc, cette transformation et notamment cette personnalisation, cette ouverture des cursus. Des expérimentations donc des caractéristiques de la transformation, des projets pilotes pour tester et éprouver ces caractéristiques de transformation et pour amener aussi progressivement sur des périmètres circonscrits la notion de personnalisation au profit de la diversité. Donc pour nous aussi, très rapidement, on a souhaité préciser cette notion de personnalisation. Ce n'est pas une personnalisation à tout va. Il est entendu que la diversité est large, mais il faut que la personnalisation maintienne aussi la qualité du diplôme. Donc, c'est une personnalisation cadrée qui est tout à la fois garantit la qualité et qui permet à l'étudiant d'élaborer son itinéraire dans le supérieur en fonction de ses capacités et de son projet d'études. Il a donc le choix parmi des enseignements et pour certains enseignements sont sans prérequis. Donc, ce qu'on amène à l'Université de Bordeaux, c'est petit à petit la notion de désannualisation des enseignements. Certains établissements parlent aussi de désemestrialisation. C'est la possibilité pour un étudiant de choisir un enseignement, quelle que soit son année de formation. Et c'est là qu'on arrive à une meilleure flexibilisation. Donc, immanquablement, on touche la structure de formation, mais c'est un petit peu le passage obligé. Et donc, on a un projet pilote, la licence de sociologie, qui s'est engagé dans cette transformation. Ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, par projet pilote, on donne toute la marge de manœuvre d'expérimenter. Et puis, nous aussi, on observe un petit peu, on est en étroite collaboration avec l'équipe pédagogique pour comprendre à la fois les difficultés de mise en œuvre, les réussites, les échecs. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'un étudiant qui a la possibilité de choisir un enseignement sans prérequis, donc quelle que soit son année de formation, se retrouve dans une cohorte extrêmement diversifiée. Il n'est plus avec ses camarades de première année, deuxième année ou troisième année de formation. Et pour l'équipe pédagogique, pour les enseignants, c'est aussi assez déroutant parce que quand, par exemple, au moment des examens, ils se retrouvent à évaluer
les copies, ils se rendent compte que, en fait, il peut y avoir des étudiants de début de cursus qui ont des meilleures compétences et un développement de connaissances plus notoire relativement à des fins de cursus. Donc voilà, en fait, dans cette expérimentation, ça nous fait voir aussi des choses assez intéressantes et qui relèvent de la pédagogie à l'intérieur des enseignements. Merci beaucoup. On voit vraiment là tout l'aspect, on va dire, ingénierie de formation, la flexibilisation des parcours et tout ce qu'elle induit dans la gestion de l'offre de formation. Je trouve que c'est très intéressant aussi sur la notion d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de généraliser tout de suite à tous les diplômes, mais on part de projets pilotes pour expérimenter. Là, on est vraiment dans la démarche d'innovation. On est loin quand même du parcours à la carte, c'est pas ce qui est recherché. On conserve une cohérence pour l'étudiant. Et du point de vue des équipes, vous le disiez, en termes d'évaluation, les collègues, finalement, quand on change un petit peu le cadre de l'offre de formation et qu'on leur dit que le public qu'ils ont face à eux n'est pas un public unique en termes de niveau d'études, ils se rendent compte parfois également de biais de notation sur leur façon de préconçue, parfois dans un cursus classique, de se dire j'ai un enseignement en première année, donc je vais noter l'étudiant de telle façon, il est en deuxième année, donc je le note de telle façon, et parfois même d'un semestre à l'autre, les collègues ont des attentes qu'ils ne mesurent pas toujours, mais qui jouent sur toute cette notion d'évaluation. On parle beaucoup d'ingénierie de formation, mais il y a aussi tout l'aspect évaluation qui est essentiel dans cette évolution. Oui, donc effectivement, c'est quelque chose qui nous a un peu, je dirais, qui a poussé la réflexion relativement à l'évaluation qualitative. Un dispositif de transformation est mis en œuvre et finalement, dans ses résultats, les résultats sont réinjectés dans la démarche pédagogique et influent sur l'évaluation qualitative, en l'occurrence sur cet effet-là. Donc, l'équipe pédagogique s'est aussi posé la question dans mon enseignement, au sein duquel j'ai des étudiants d'années de formation différentes, quels sont mes objectifs pédagogiques en termes d'acquis d'apprentissage et comment je vais attester du développement de leurs acquis tout au long de la progression de l'enseignement. C'est vraiment essentiel de ne pas se contenter de faire une réingénierie des diplômes, mais vraiment repenser en même temps l'évaluation. On avait posé la question à Bertrand Montubert de savoir comment justement les difficultés rencontrées par certains étudiants, notamment les étudiants autistes, dans leur parcours, amenaient les équipes pédagogiques à repenser la façon dont elles formulaient les énoncés. Et donc on a posé la question à Bertrand Montubert de savoir si la diversité finalement d'un public particulier, la singularité d'un public, n'était pas un vecteur d'innovation généralisé pour tous les autres publics. On va l'écouter. Donc peut-être juste pour introduire, donc Bertrand Montubert coordonne le dispositif du NCU Atypie Friendly, qui a essaimé dans beaucoup d'établissements, qui développe des partenariats, on le verra tout à l'heure, dans beaucoup d'établissements, et qui a beaucoup œuvré pour qu'au niveau national, on prenne en compte les besoins, donc d'abord des étudiants autistes, et ensuite est allé progressivement vers tous les troubles du neurodéveloppement, qui sont beaucoup plus larges et qui touchent dans les universités, et Bertrand le dira mieux que moi tout à l'heure, un nombre croissant d'étudiants, on est quasiment avec ces troubles, à une estimation d'un étudiant, une personne sur six touchée. Donc ça modifie énormément l'approche en termes on va dire de conception de nos cours, de nos apprentissages. Et donc tout le programme a consisté à on va dire, fédérer des équipes au niveau national pour essayer de mettre en relation donc, des personnes qui sont spécialistes de tous ces troubles, et de voir comment, en matière de formation, avec des équipes pilotes, avec des capsules vidéo qui sont très nombreuses maintenant au niveau national, qui sont très bien faites, on arrive à sensibiliser des équipes de plus en plus nombreuses à ces problématiques.
Donc le dispositif, alors on va réessayer, Bertrand va l'expliquer. Alors, Bertrand Montubert, je propose qu'on commence par aborder l'articulation entre la diversité et l'innovation, qui est centrale dans cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, pour vous, la diversité des publics est un vecteur d'innovation pédagogique généralisée? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir invité pour cette table ronde vraiment importante. J'aurais beaucoup aimé être avec vous à Cluny, au sein du campus des Arts et Métiers, où d'ailleurs je suis venu il y a quelques semaines, et puis évidemment dans le cadre de Rythme BFC avec lequel nous travaillons. Alors cette question qui est le cœur de votre table ronde et qui est très importante, comment est-ce que la diversité peut être un vecteur d'innovation pédagogique? J'aimerais l'illustrer à travers finalement l'expérience que nous avons dans le cadre du programme Atypie Friendly. Dans le cadre du programme Atypie Friendly, j'y reviendrai peut-être plus tard, nous travaillons à rendre l'université plus inclusive pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement et tout particulièrement les personnes autistes qui étaient au cœur du programme depuis le départ. Une personne autiste, pour le dire très simplement, c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir parfois certaines difficultés dans le cadre pédagogique que nous connaissons, qui vont l'empêcher de réaliser certaines tâches, là où d'autres arrivent à les faire, mais peut-être que pour les personnes autistes, il y a un caractère extrême dans la difficulté. Je vais l'illustrer de la manière suivante. Le cadre pédagogique, très souvent, est un cadre extrêmement implicite. Les attentes que nous avons en tant qu'enseignants vis-à-vis de nos étudiantes et étudiants, est-ce qu'on les explicite si bien que ça? Est-ce que c'est si clair pour quelqu'un qui connaît mal le fonctionnement de l'université? Et on ne va pas parler que de personnes autistes, on peut parler aussi d'étudiants internationaux qui sont habitués à des systèmes différents, avec des modalités d'évaluation différentes. Eh bien, régulièrement, il y a une forme de décalage entre ce que comprennent les personnes des attentes des enseignants et ce que les enseignants attendent réellement. Les énoncés eux-mêmes peuvent être plein de choses qui sont totalement implicites, qui se réfèrent à ce qui est finalement présent dans le cours, mais qui ne sont pas rappelés, non pas parce qu'on ne va pas rappeler les connaissances, mais parce qu'on ne va pas rappeler des éléments de contexte qui pourtant sont essentiels pour comprendre un énoncé. Et je vais vous donner un exemple extrêmement concret qui, pour moi, a été très fondateur, que j'ai expérimenté avec une étudiante qui était une étudiante de 3e année de licence dans le domaine des sciences de la vie, une étudiante tout à fait brillante qui avait eu des très très bons résultats au baccalauréat, qui d'ailleurs avait déjà validé une licence et qui refaisait une 3e année parce qu'elle voulait préparer un concours. Et cette étudiante s'était retrouvée quasiment à décrocher en 3e année de licence. Ça surprenait beaucoup les collègues de l'équipe pédagogique parce que c'était une étudiante qui était très motivée, qui posait des questions extrêmement pertinentes, s'intéressait au cours et un jour, elle se retrouve dans une épreuve où elle rend copie blanche. Et pourtant, elle avait écrit des choses au brouillon. Et finalement, quand j'ai rencontré cette étudiante, qui était une étudiante autiste, il a fallu beaucoup creuser pour arriver à comprendre ce qui se passait. Elle ne le percevait pas elle-même, elle ne le comprenait pas si directement. Et en fait, ce qui était en question sur cet exemple-là, c'est que l'énoncé était un énoncé extrêmement court, qui tenait en 2 mots, la mitochondrie. Vous avez 3 heures. Eh bien, un énoncé comme ça, en fait, est un énoncé plein d'implicites. C'était le premier implicite, c'est vous allez, pendant 3 heures, restituer des connaissances que vous avez apprises dans le cours sur la mitochondrie, dans cette formation de 3e année de licence en sciences de la vie. Imaginez quelqu'un, et c'était son cas, qui s'intéresse énormément à un sujet comme celui-là, qui allait bien au-delà. Était-elle censée mobiliser des connaissances autres que celles du cours? Jusqu'à quel niveau? Il fallait aussi le structurer d'une manière qui n'apparaissait absolument pas évidente pour elle. Il y avait plein de façons possibles pour structurer cette copie. Et donc, au final, elle a décidé de rendre copie blanche. Et là, c'était un moment d'interrogation très intéressant avec l'équipe pédagogique,
pour arriver à se dire, au fond, quand nous posons un sujet d'examen comme celui-là, qu'est-ce que nous attendons réellement? Quelles sont les motivations? Quelles sont les connaissances qu'on veut évaluer? Là, c'était relativement simple. Quelles sont les compétences que nous voulons évaluer? Et en l'occurrence, il voulait évaluer notamment une compétence rédactionnelle. Et il se trouve que cette étudiante avait des bonnes compétences rédactionnelles dont elle avait pu témoigner dans d'autres unités d'enseignement. Et donc, les collègues ont essayé de mettre en place d'autres modalités d'évaluation pour cette étudiante qui lui ont permis d'avoir en fait ces examens, ce qui était mérité parce que bien entendu, elle maîtrisait parfaitement ses connaissances, y compris les compétences qui voulaient être évaluées. Voilà un exemple. Alors qu'est-ce qui serait passé sur un autre étudiant? Un autre étudiant peut-être aurait pu être dans ce type d'interrogation, mais la plupart du temps, il n'aurait pas rendu copie blanche. Il aurait tenté sa chance, il aurait peut-être fait quelque chose d'un petit peu approximatif, mais au final, à quoi conduit le fait de prendre conscience de ce genre de phénomène? Eh bien, tout simplement à expliciter beaucoup mieux les sujets d'examen, les attentes des enseignants vis-à-vis des étudiants, la manière dont on va les évaluer. Tout ça, ce sont des pratiques pédagogiques, peut-être pensez-vous, qui sont des pratiques pédagogiques qui devraient être courantes, mais elles ne le sont pas toujours. Et donc, pour revenir à la question, la diversité me semble effectivement une grande source pour innover pédagogiquement ou à minima pour mettre en place des méthodes, des bonnes pratiques pédagogiques, et nous travaillons dessus. Moi, j'utilise souvent l'expression que les personnes autistes constituent d'une certaine manière des loupes qui nous permettent de mieux voir ce qui marche mal dans notre système. Et évidemment, si on voit mieux ce qui marche mal, eh bien, on est plus enclin à pouvoir innover. Et je vais peut-être donner un deuxième exemple. Nous avons travaillé dans le cadre d'Atypie Friendly sur justement ce qu'on appelle l'intelligibilité des énoncés. Comment faire en sorte que, eh bien, on ne se retrouve pas dans le genre de situation que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est quoi l'ensemble des critères qui pourraient être mis en place? Et à partir de ce travail-là, eh bien, nous avons lancé un groupe de travail autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner les enseignantes et enseignants, pour les outiller en réalité, pour analyser si, par exemple, un sujet risque de ne pas être suffisamment explicite. Évidemment, à la fin, c'est bien entendu les enseignantes et enseignants qui ont le dernier mot. Hein. On ne lâche rien par rapport là à l'intelligence artificielle, mais là encore, ça peut être un vecteur d'innovation. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit on mesure tout ce qui est en jeu dans l'innovation. Il y a la partie d'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, qui amène vraiment à repenser les cursus pour qu'ils collent davantage aux aspirations qui sont toutes différentes des étudiants, en conservant quand même une logique. Ça demande également du coup une mise en cohérence sur la façon d'évaluer les étudiants, être bien au clair sur ce qu'on attend en termes de compétences. Donc un vrai décentrement de la part des équipes qui permet ce renouvellement. On n'a pas tout fait quand on a changé la structure des formations et puis l'évaluation. L'étudiant a un rôle évidemment central. Et donc il y a toute une partie du travail également qui consiste aujourd'hui à responsabiliser les étudiants, à les accompagner dans le métier de l'étudiant qui est de plus en plus reconnu et pris en charge en tant que tel. Karine, comment faites-vous pour justement sensibiliser les étudiants à la part qui leur revient, les responsabiliser? Bien. Alors déjà aussi, je voulais affiner la présentation de qui je représente, enfin qui je suis aujourd'hui et qui je représente. C'est donc dans le cadre du projet Rythme du NCU qui vous invite à ce colloque. Les actions de terrain que je vais vous présenter sont des actions. Je ne suis pas assez près. Est-ce que c'est mieux comme ça? Merci. Donc les actions que je vais vous présenter sont réalisées avec le soutien de Rythme BFC. J'en profite pour remercier l'équipe pour son invitation à me faire partager nos activités, nos actions. Et c'est le service orientation stage emploi. Et donc je remercie aussi, j'ai la chance d'avoir des collaboratrices très actives qui portent ces activités. Alors, on vient de voir un focus sur donc un champ d'étudiants avec une diversité particulière. Moi, je vais vous raconter une action avec finalement sur tous les étudiants, parce que moi, je viens de noter en écoutant ce qu'il vient de dire, la diversité des publics peut être une force. C'est ce que aussi disait M. Montubert en partant des autistes, pouvoir faire des ressources pédagogiques plus explicites et mieux comprendre finalement nos actions auprès des étudiants. Donc l'action de
finalement d'intégration à l'université pour les néo-entrants dont on a dit hier, dont on dira aujourd'hui et encore demain qu'ils ne sont pas toujours prêts à endosser le costume de l'étudiant, d'être d'endosser de la posture de l'étudiant. Nous les invitons sur une action qu'on appelle kick-off de rentrée, parce que finalement l'autonomie, on le sait tous, est un paramètre indispensable pour qu'un étudiant un lycéen devienne étudiant. L'engagement aussi, on le sait, est indispensable, s'engager dans ses études avec plaisir. On parlait de plaisir à faire hier aussi. Et la qualité du travail et la méthodologie. Là, ce sont des paramètres, des leviers qui, sur le terrain, on s'en rend compte, sont des leviers indispensables. Alors, l'action que nous menons, c'est une action un petit peu décalée, où finalement, donc sur des grands formats, mais qu'on va un peu resserrer pour pouvoir avoir un essaimage raisonné et raisonnable et possible, mais sur des grands formats type des amphis de 500, voire 300, où on a fait 100 aussi, où on les met face à une activité totalement décalée, où finalement on leur donne aucune consigne. Et on leur dit allez-y, pas de consigne, c'est flou, allez-y. Alors bien évidemment, si je vous dis allez-y, et puis j'attends patiemment qu'allez-vous faire, on aurait dû peut-être faire cette activité pour voir la réactivité de nos collègues. Et bien évidemment, c'est la question que faire quand on ne sait pas ce qu'on attend de nous, qu'est-ce que je ressens quand je ne sais pas ce qu'on attend de moi, et comment accepter finalement d'être responsable de se mettre en action, etc. Donc voilà un peu à quoi on les confronte. Et je parlais de diversité, c'est à ce moment-là que Pardon, je bouge beaucoup. On fait ça en amphi, et justement, donc dans un amphi, il y a tous les publics dont on vient de parler, mais on les invite à se mettre en groupe, ou ils se mettent naturellement en groupe pour pouvoir finalement répondre à ce « allez-y ». Voilà. Et on a des temps dans l'action, donc on les laisse seuls. Alors on leur a mis sur les tables des ciseaux, de la colle, des magazines, enfin de tout. Et puis, ils se mettent en action, finalement, ils essaient de construire quelque chose. Et le troisième temps, c'est de les faire aussi venir présenter. Alors, on choisit quelques-uns de façon aléatoire. On met une gommette sur le poster qu'ils sont en train de faire. Et on ne leur dit pas pourquoi on met cette gommette. Et on va les choisir pour venir témoigner finalement de ce qu'ils ont réalisé. Mais en tout cas, c'est pour les amener à mesurer la prise de responsabilité, éventuellement à mesurer aussi qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls dans un amphi, qu'il y en a d'autres. Et quand ils se regroupent ainsi, ils se rendent compte qu'il y en a un qui est fort dans la communication, il y en a un qui apporte telle diversité. Enfin, ensemble, on peut avancer. Ensemble, on peut se renseigner. Ensemble, on peut, dans un écosystème, un campus ou dans un UFR, c'est extrêmement important. Donc, la diversité peut être une force. Et donc vraiment, notre objectif, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils doivent devenir autonomes, qu'ils se rendent compte qu'on n'est plus au lycée et ça va passer. J'ai fait comme ça jusqu'alors, et puis bien sûr, je pense que ça va passer. Non, il est important qu'on leur montre qu'il y a un engagement du travail, et la note aussi est le résultat d'un engagement. Le deuxième temps qui est opéré dans le cadre de cette action, c'est un temps où on leur fait utiliser un logiciel, donc c'est le SUPFC de notre université, le service universitaire de la pédagogie, formation et certification, qui vous en parlera cet après-midi ou demain. Et ça s'appelle Être étudiant, ça s'apprend, et c'est un outil numérique qui présente, je crois, au moins 9 blocs. Mais dans le bloc 1, il y a tout un circuit ou un parcours pour l'étudiant. Je prépare ma rentrée et les divers conseils pour intégrer le monde universitaire. Donc en accès libre pour qu'il puisse, de façon, disons, à tout moment, repérer ce genre de repères. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Là, on est vraiment au cœur de l'innovation avec cette démarche réflexive qui est au cœur des équipes pédagogiques, au cœur de l'ingénierie de formation, et puis qu'on essaie également de faire essaimer jusqu'au cœur des amphis. Et je trouve que là, la dimension collective, elle est intéressante. Réflexion individuelle, réflexion sur la posture aussi par rapport à un collectif. On est vraiment dans un tout. Cécile, dans le cadre du NCU New Deal, comment se passe cette on va dire, action auprès des étudiants pour en faire des acteurs également de leur réussite? Oui, donc effectivement, l'accompagnement à l'autonomie à l'Université de Bordeaux, elle est pensée à différents niveaux.
Donc, en premier lieu, la première notion d'autonomie, elle concerne la construction même du parcours et je dirais la formalisation de son projet professionnel et d'études. Donc là, l'idée, c'est de donner et d'outiller l'étudiant à pouvoir formaliser, donc avec le support de services orientation, insertion professionnelle. Ensuite, lorsque l'étudiant s'insère dans le cursus, l'idée, c'est de lui donner l'entièreté des informations pour qu'il puisse se repérer dans l'offre de formation et qu'il puisse faire les choix pertinents relativement aux objectifs qu'il s'est lui-même fixés et qu'il a pu formaliser en amont. Et puis aussi, lui sont proposés des dispositifs de réussite dédiés. Si c'est un étudiant qui a certaines difficultés, il a besoin de renforcer certaines compétences, il faut qu'il soit en capacité de pouvoir les identifier et de comprendre un petit peu leur contenu pour pouvoir les choisir. Ensuite, l'accompagnement, c'est aussi l'accompagnement dans les apprentissages et dans les enseignements. Donc là, on s'immerge un peu plus dans le contenu pédagogique. Donc c'est l'idée d'arriver à développer de plus en plus des pédagogies dites actives à l'intérieur des enseignements, des pédagogies par projet, tournées vers la pratique. On a développé au sein de l'Université de Bordeaux une pédagogie liée, orientée vers le challenge-based education, et qui est souvent en lien avec les enjeux sociétaux. Donc, ce sont des choses qui parlent aux étudiants et à partir d'un enjeu formulé, ils se retrouvent souvent en équipe pluridisciplinaire pour, de manière immersive, traiter la problématique. C'est quelque chose qui fonctionne, mais aussi qui est plus difficile à développer dans des contextes grands effectifs. Mais somme toute, cette réussite nous permet à penser des manières de développer plus largement pour le plus grand nombre. Puis aussi, on se dit que le développement de compétences transversales, c'est aussi un outillage pour l'étudiant pour lui assurer son autonomie, sa responsabilisation. Ce sont les briques de base. Et à l'Université de Bordeaux, on a plutôt une approche qui est de développer les compétences transversales ancrées aux enseignements disciplinaires. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était beaucoup plus impactant relativement à l'acquisition des compétences. Et donc, on a à la fois permis aux enseignants d'identifier les compétences transversales dans leur enseignement disciplinaire et également permis aux étudiants de les localiser dans leur cursus. Donc, peut-être pour terminer, moi, de mon côté, j'aime aussi rappeler quelque chose que j'ai entendu lors d'une consultation des étudiants qu'on a réalisée en 2022. Donc, on a un comité des étudiants qu'on réunit une fois par an. Et puis, au début, on souhaitait les questionner sur les principes qu'on mettait en place à l'Université de Bordeaux. Et à un moment donné, on a questionné sur le principe d'autonomisation des étudiants. Qu'est-ce qu'ils entendaient, eux, de leur côté, par l'autonomisation et l'autonomie de l'étudiant. Et un étudiant m'a répondu de manière assez limpide qu'être autonome, c'est d'abord avoir conscience de ses choix. Et du coup, on s'est rendu compte que peut-être on perdait l'objectif premier qui était il faut aussi assurer que l'information est rendue claire et lisible aux yeux des étudiants pour qu'elle soit appropriable par chacun. Et donc, du coup, on s'est remis à questionner est-ce que tous les éléments, tous les dispositifs et même l'offre de formation qui est présentée aux étudiants est bien claire, lisible
Donc on est revenu un petit peu aux bases avec cette intervention. Vraiment très intéressant sur justement la question de l'autonomie, la conscience des choix dans la diversité des publics, qui est pas simple. On est toujours sur on va dire, la conciliation d'objectifs très divers. Ça amène, je pense, aussi à changer la communication auprès des étudiants. On ne parle plus aux étudiants aujourd'hui de la même façon qu'on leur parlait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On pourrait remonter beaucoup plus loin. Et donc là, il y a tout un enjeu aussi. Karine, vous avez fait le choix depuis 2018 de travailler avec une compagnie de théâtre, justement pour parler aux étudiants dans un format qui soit plus impactant pour eux. Donc, en effet, dans le cadre du service d'orientation stagiaire. Ah, pardon, je vais vraiment, comme ça c'est bien. Donc nous sommes porteurs de l'ingénierie pédagogique du projet pro et il est vrai que dans notre université, la préconisation de travailler dans ce sens, c'est dès la licence 18 heures et le master 18 heures et le doctorat 6 heures. Et nous avons choisi dès la première année de sensibiliser nos étudiants. Alors il est vrai qu'un cours magistral sur le projet pro, comme Parcoursup, ils sortent de Parcoursup, les engager sur le projet pro, c'est quand même un petit peu audacieux, n'est-ce pas? Et du coup, on a choisi, pour pallier cette pédagogie particulière, d'utiliser le théâtre forum. Et dans ce cadre, on travaille avec une compagnie de théâtre qui, finalement, on a eu plusieurs formats, en passant par le Covid et aussi les observations qu'on faisait sur le terrain. Une compagnie de théâtre qui nous a structuré des scénettes donc, sur divers sujets, la désillusion et un nouveau départ, les expériences et la réalité, l'orientation et les valeurs familiales, la réussite et l'équilibre personnel, enfin un cap et des parcours sur des thèmes vraiment divers et variés pour justement en amphi, toujours en grand groupe, enfin sur des effectifs importants, en amphi, et de pouvoir finalement mettre en avant les questions d'orientation et de professionnalisation et de montrer aux étudiants qu'ils pourront devenir acteurs de leur professionnalisation. Puisque à chaque visualisation d'une scénette, alors on a aussi fait des captures vidéo, puisque le Covid donc, est passé par là, on fait un débrief derrière pour justement les amener à prendre la parole, les amener à se questionner sur ce qu'ils ont observé et finalement de participer. C'est finalement en cours avec cette compagnie théâtre, c'est une participation intergénérationnelle qui peut aussi être extrêmement intéressante. Et finalement, ils se découvrent des nouveaux atouts. Ils sont finalement, on a réalisé après coup que ça leur donne envie de se prendre en main, finalement d'être face à certaines caricatures peut-être qu'ils vivent au quotidien, et donc aussi de s'engager dans des expériences complémentaires à leur formation, et de montrer qu'à l'université, on est là aussi pour les accompagner à valoriser leurs compétences, leurs atouts, leur parcours de vie. Voilà. Et les points forts donc sont finalement les amènent à avoir un point de vue inédit sur l'orientation et l'insertion pro. Et puis, et justement, ça suscite une participation accrue des étudiants dans le projet pro qui viendra derrière, où là, on est en petits groupes, on les questionne, on les amène à réfléchir, à faire de l'introspection, je dirais, sur leur projet, sur leur vie, leur fonctionnement. Et donc, on aborde ça avec un peu plus d'originalité et de gaieté, je dirais. Merci. Là, la dimension créative, on la voit pleinement. Enfin, ça nous amène vraiment à passer au deuxième temps de la table ronde sur la construction, la co-construction entre les différents personnels et avec les étudiants d'un écosystème global de la réussite, c'est-à-dire à environner cette réussite pédagogique sans s'en tenir au cursus et puis au dispositif pédagogique. Ça amène à reposer une question entre un équilibre entre deux logiques. Une logique d'accessibilité, accessibilité universelle de ce qu'on conçoit, de façon à ce que ça touche le plus grand nombre dans sa diversité, et puis une logique d'accompagnement peut-être plus ciblée et concevoir en fait ces deux pôles-là
en lien à chaque fois. Et on avait posé la question à Bertrand Montubert, justement, de savoir comment s'articulaient ces deux pôles, et notamment comment on était passé, comment passer de plus en plus d'une logique d'accessibilité, d'une logique d'accompagnement à une logique d'accessibilité généralisée. Le dispositif ATP Friendly, son évolution, et notamment en vous focalisant aussi sur l'articulation entre l'accessibilité et puis une logique d'accompagnement ou de compensation. Oui, bien sûr. Donc ATP Friendly, c'est un projet qui est né en 2018, qui est un peu la rencontre entre la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. L'objectif, c'est de rendre l'université plus inclusive pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Et au départ, on est... Est-ce que vous entendez suffisamment? Non, je pense pas. Nous sommes en train de le faire évoluer pour la prise en compte de l'ensemble. Est-ce qu'on peut monter à la régie? C'est-à-dire, au-delà de l'autisme, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou l'ensemble des troubles dits DIS, dyslexie, dyspraxie, etc. C'est un programme interuniversitaire qui rassemble aujourd'hui une trentaine d'établissements et bientôt d'autres, puisque des établissements comme l'Université de Bourgogne est en train de nous rejoindre, et également l'Université de Franche-Comté. Donc quand on est dans le cadre de rythme BFC, on est parfaitement dedans. Et donc nous essayons de travailler sur l'ensemble des dimensions qui vont permettre la réussite du parcours d'une étudiante ou d'un étudiant. Depuis la transition vers l'enseignement supérieur jusqu'à la transition vers l'insertion sociale et professionnelle, et en passant évidemment au milieu par toutes les questions d'innovation pédagogique, de mobilisation des outils numériques, et nous travaillons à en développer, de mobilisation d'acteurs du domaine médico-social pour l'accompagnement et les questions de vie étudiante, et enfin des actions de formation qui sont très importantes parce que, bien entendu, il y a besoin d'avoir une connaissance de ce que sont ces troubles du neurodéveloppement pour pouvoir agir positivement. À titre d'exemple, nous avons construit une série de courts-métrages qui sont accessibles à chacun et qui permettent d'avoir de manière rapide un premier élément de compréhension de ce qu'est l'autisme. Et puis, dans quelques mois, on en aura des nouveaux pour les troubles du neurodéveloppement. La manière dont on travaille avec les étudiants et avec les établissements, c'est important puisque nous accompagnons les établissements, se base effectivement sur le fait que nous avons cette vision de construction d'une université inclusive en ayant bien en tête que c'est un processus. On n'est pas encore inclusif. J'espère qu'on le deviendra, mais c'est surtout une trajectoire et qui doit poser ses jalons. Et sur cette trajectoire, il faut savoir d'où on part et où on veut arriver. D'où on part, c'est quand même un système pour la prise en charge du handicap qui était très fortement fondé sur les notions de compensation individuelle. Dit autrement, les schémas historiques du handicap, finalement, avaient comme arrière-plan le fait que il y a dans la société les personnes que je qualifierais de typiques, que certains qualifieraient de normales, et moi j'y mets énormément de guillemets parce que je ne sais pas ce que ça signifie, la normalité, et puis il y a les autres. Et pour les autres, on va mettre en place des choses, et on va mettre en place donc des compensations individuelles. Les choses ont évolué dans le temps vers ce qu'on appelle le modèle social du handicap, qui prend en compte le fait que la situation de handicap n'est pas seulement des particularités d'une personne, mais aussi de la manière dont l'environnement est organisé. Et donc on entre dans le champ de l'accessibilité. Et donc, si on veut aller vers une université inclusive, c'est bien une université qui doit prendre en compte la grande diversité des étudiantes et étudiants et de mettre en place des modalités de fonctionnement, et en particulier des modalités pédagogiques, qui tiennent compte de cette grande diversité. Et elle ne doit pas être uniquement dans la compensation individuelle. Alors évidemment, on peut se dire que c'est une posture philosophique, mais c'est aussi une posture très concrète. Revenons sur les troubles du neurodéveloppement, c'est la plus grande famille de troubles de handicap en réalité. Cela concerne 1 personne sur 6 dans la population générale. Je dis bien 1 personne sur 6. Donc ce n'est pas du tout une toute petite partie de la population. C'est une partie importante de la population qui est concernée par ces troubles.
Évidemment, quand je dis qu'il y a une personne sur 6 qui est concernée, ça ne veut pas dire qu'une personne sur 6 a un diagnostic, va avoir le service handicap de l'université pour avoir des aménagements. Mais on est dans une tendance croissante et dans les établissements, on a souvent une augmentation de 20 à 30% d'une année sur l'autre du nombre d'étudiants qui présentent un trouble du neurodéveloppement et qui se font connaître du service handicap. Si la réponse universitaire est purement de l'ordre de la compensation individuelle, non seulement on sera en décalage avec ce qu'est la philosophie globale, qui doit être celle de l'accessibilité, mais en plus, nous sommes dans une incapacité matérielle à répondre à ces besoins. Et donc, on mettra en péril le projet d'université inclusive et la réponse en tant que service public d'enseignement supérieur que nous devons avoir. Donc, cette question d'accessibilité, elle est absolument fondamentale et elle passe par le fait, bien entendu, de comprendre quels sont les besoins qui sont ceux des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement pour arriver à identifier des manières d'enseigner qu'on va pouvoir mettre en place pour tout le monde et qui seront bénéfiques, bien sûr, pour ces personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, mais aussi pour les autres. Pour être un petit peu concret, et je m'arrêterai là-dessus, j'ai déjà évoqué la question de l'explicitation des sujets. Quand on explicite les sujets, ce n'est pas seulement bon pour la personne autiste, c'est bon pour tout le monde. Si on pense à la question de l'accessibilité des supports pédagogiques, nous travaillons là-dessus dans le cadre d'Atypi Friendly, eh bien, ça vous donne des supports pédagogiques qui, à la fin, sont meilleurs, là encore, pour tout le monde. Et l'idée n'est pas évidemment de faire des supports accessibles pour ceux qui présentent un handicap, mais bien des supports accessibles pour tout le monde et qui feront qu'un certain nombre de besoins auxquels on répond aujourd'hui par de la compensation individuelle, eh bien, tout simplement, vont disparaître parce qu'on va répondre mieux à tout le monde et les personnes concernées pourront y trouver leur compte. Alors évidemment, il y a des limites à cette logique. Je ne suis pas en train de dire qu'un jour, on pourra entièrement se passer de compensation individuelle. Mais en tout cas, c'est l'horizon vers lequel nous devons tendre et donc arriver à faire en sorte de bien concilier des mesures qui peuvent être d'accompagnement individuel, et certaines personnes en ont vraiment besoin, mais en se posant en permanence la question, est-ce que je ne pourrais pas aussi faire évoluer mon cadre pédagogique en particulier, pour faire en sorte que tout simplement, eh bien, les personnes aient moins besoin d'accompagnement et que ça bénéficie également aux autres. Merci beaucoup d'avoir montré l'évolution entre ces deux logiques et puis d'avoir rappelé comment l'accessibilité, quand elle est bien pensée et appréhendée dès le début, bénéficie à toute la communauté. Et quand j'ai toute la communauté, c'est à la fois les étudiants, les publics, mais aussi toutes les équipes pédagogiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, à l'Université de Bourgogne, en fait, on fait exactement la même analyse sur nos pratiques, et nos pratiques doivent effectivement changer. Donc, pour vous donner une idée, sur les étudiants en situation de handicap, notre chiffre a été multiplié par 5 en 10 ans. Donc, aujourd'hui, on a 1300 étudiants en situation de handicap et 45% ont des troubles du neurodéveloppement. Donc effectivement, comme Bertrand, on voit effectivement chaque année 20% de plus d'étudiants avec ces troubles du neurodéveloppement. Et si on a choisi, nous aussi, comme l'Université de Franche-Comté, d'adhérer à ce programme Atypi Friendly, parce qu'on est convaincus que les outils qui ont été mis en place par Atypi Friendly peuvent vraiment nous aider pour le plus grand nombre. J'ai également découvert récemment, lors des Journées nationales des réseaux handicap, à Sorbonne Nouvelle, des cours labellisés. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les consulter. Donc, la mission handicap de Sorbonne Nouvelle, qui a également mis en place depuis 3 ans les cours labellisés, justement parce que, effectivement, ils se sont aperçus que, alors oui, il y a des étudiants qui ont des problèmes de santé, mais pas que. Il y a aussi des étudiants timides qui sont qui sont un peu mal à l'aise dès qu'il faut prendre la parole à l'oral, qui ont aussi des difficultés d'apprentissage. Donc, en tenant compte de tous ces paramètres, ils ont mis en cours ces cours labellisés. Et puis, comme l'a souligné en fait Stéphanie, c'est vraiment des pédagogies actives où l'étudiant trouve sa place et s'épanouit voilà, dans ses apprentissages. Je ne vais pas être plus longue sur ce sujet. Merci beaucoup pour ces ressources. Alors, Bertrand l'a très bien dit, penser accessibilité, ça ne veut pas dire renoncer à accompagner les étudiants, c'est justement permettre, en facilitant tout ce qu'on peut anticiper dans nos cours,
faciliter la réussite du plus grand nombre de façon à se concentrer en matière d'accompagnement sur celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est là aussi qu'on a une très forte innovation à l'œuvre dans les établissements. Karine, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous procédez dans le projet phare de votre établissement? Oui, alors donc phare, c'est l'acronyme de programme hybride d'aide à la réussite des étudiants. Et sur le constat que l'on fait en première année à l'issue des 3 premiers mois d'intégration, disons à la fin d'octobre, on voit déjà qu'on peut repérer les étudiants qui sont inscrits par défaut. Parcoursup, le défaut de réponse positive à leurs souhaits, qui, alors là, on pourra débattre aussi très longtemps sur leurs souhaits et la façon dont ils les font, mais bref, en tout cas, nous sommes présents pour justement leur dire, je le disais, ils ne sont pas seuls, nous sommes là pour les accompagner et toute la diversité d'étudiants et de publics que nous avons dans nos établissements. Donc, pour phare, c'est vraiment une volonté de leur permettre une reprise de confiance en soi, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a eu un échec qu'on est... que ça c'est foutu, quoi, hein. Donc d'ailleurs l'échec c'est une expérience en soi, moi c'est ce que je considère. Donc du coup on est là pour un accompagnement finalement haute couture si je puis dire, mais parallèlement tout un programme une ingénierie hybride donc qui est intégrée sous Moodle, qui est accessible donc à des temps en souplesse, en flexibilité pour chaque étudiant, mais parallèlement un accompagnement de précision. Nous avons un conseiller par étudiant qui vraiment l'invite à se pencher sur lui, à identifier ses atouts, identifier ses compétences, apprendre à se connaître et puis essayer de formuler, de construire un projet qui lui ressemble. Puisque vraiment, j'insiste sur le plaisir aujourd'hui. Vous êtes en face, vous êtes tous passionnés, je pense. Vous êtes tous investis dans vos établissements, tous l'envie justement d'accéder à la réussite parce qu'on voudrait les emmener très loin. Et voilà. Et donc, sincèrement, c'est aussi pour ce type de perspective. Voilà. Et donc aussi, puisque les publics sont variés, finalement les réalités après construction de projets individuels. Nous avons un partenariat avec les missions locales du territoire qui permettent aussi des aiguillages sur certains publics qui ne sont pas encore prêts pour l'université, mais qui y reviendront, je l'espère. Formation tout au long de la vie à l'université. Donc on y croit. Merci. On voit vraiment l'accompagnement de dentelle dont sont capables les communautés. Vanessa, à l'Université de Bourgogne, vous avez décidé, vous, de créer un guichet unique de façon à proposer aux étudiants un point d'entrée et éviter l'éparpillement. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Alors, effectivement, on s'est aperçu pendant la crise sanitaire, alors c'est venu la précarité étudiante. Enfin, on travaille sur la précarité étudiante. En fait, suite à la crise sanitaire, les chiffres ont explosé, en tout cas dans notre université, mais j'imagine que c'est la même chose ailleurs. Pourquoi? Parce que ces étudiants ont perdu leur emploi, comme je le disais. Ils ont besoin de travailler, la plupart d'entre eux. Donc là, ils sont allés demander de l'aide à beaucoup d'ONG qui sont venus vers nous en nous alertant. Donc dès 2020, on a décidé, avec le président, de mettre en place la commission solidarité étudiante. En gros, c'est quoi? Alors maintenant, depuis 2022, on a également un centre de solidarité universitaire, un peu unique. Donc, on arrive dans ce centre de solidarité, il y a 8 actions concrètes. On est sur la roue un peu de l'urgence. Premièrement, il faut qu'on trouve un endroit pour se loger. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'étudiants, ils arrivent avec leurs valises, ils ne savent pas où ils dorment. Donc, on en a beaucoup. Cette année, 288. Donc, en fait, ils arrivent, ils ont leurs valises, il faut qu'on leur trouve un plan d'urgence immédiat. Alors, on est en appui, évidemment, avec le Crous, c'est un travail commun. Mais certains n'ont pas d'argent pour aller au Crous. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, on a des familles d'accueil, on a des chambres au Resto du Cœur, on a des chambres au foyer des aveugles, on travaille avec les bailleurs sociaux, on a des paramarraines, et puis on va payer surtout les dettes du Crous pour éviter qu'ils se retrouvent sans toit. Ensuite, une fois qu'on a un toit sur la tête, parce que j'ai un étudiant qui m'a dit un jour, moi madame, comment voulez-vous que je me concentre en cours, parce que je ne sais pas où je dors ce soir. Voilà, donc ça vous donne un exemple. Mais des exemples, j'aurai une petite vidéo après à vous faire passer. Après, on les aide au niveau de l'alimentaire, en support avec des épiceries solidaires. On les aide aussi au niveau des produits d'hygiène. Et puis ensuite, on va s'attaquer à tous les problèmes administratifs. Accès aux droits, accès aux soins, CAF, CEPAM, impôts, compte bancaire. Et puis après, on va essayer également de les aider pour leur titre de transport, pour qu'ils puissent aller sur leur lieu d'alternance, sur leur job étudiant, par exemple.
Donc pour tout ça, on a des référents. J'ai des référents partout et j'essaie de le développer au niveau de tous nos sites. Quand on a réglé les problèmes d'urgence, on va s'occuper de la réussite des études. Donc là, on a déjà commencé à amorcer un programme de suivi pédagogique vraiment individualisé. Et on a un programme un peu plus grand, le programme Espoir avec rythme, qui permettra d'aller encore plus loin. Et puis, on va les aider à retrouver un job adapté à leurs études. Ils ne peuvent pas travailler 30 heures. D'accord ? Ceux qui sont sur des filières comme PASS ou droit, ils travailleront pas. On va tout payer, mais par contre, ils vont travailler juin, juillet, août. Et l'année d'après, ils seront indépendants. Ils reviennent nous voir, ils nous disent bonjour, tout ça. On les aide également au niveau des soins. Un étudiant qui ne voit pas, un étudiant qui a mal aux dents, un étudiant qui a des problèmes de santé, eh ben, il faut s'en occuper parce que sinon, il ne sera pas performant. Donc oui, des fois, on va voir des spécialistes à Paris s'il faut faire des opérations parce que c'est nos étudiants, on y tient. On a des partenaires pour ça également. On a mis en place, comme plein d'universités, une ressourcerie et on a un gros projet avec François, mon collègue qui est là, de faire une plus grosse ressourcerie. Pourquoi ? Parce que cet hiver, on a distribué 500 manteaux, 600 couettes et puis je vous raconte pas les tonnes de matériel qu'on a distribué en plus. Et puis, on a également des partenaires loisirs. Alors, comment ça marche ? Effectivement, donc les étudiants viennent, il y a 3 accompagnateurs sociaux qui viennent faire une évaluation finalement de la situation et puis ils vont l'accompagner. C'est pas tu viens, on trouve une solution et bonne chance. Non, toute l'année, il y a un suivi. Il vient nous voir régulièrement pour voir si cette situation s'est stabilisée. S'il a un problème, on va lui mettre un parrain ou une marraine qui va veiller sur lui toute l'année parce que certains sont seuls, isolés. Il y a également une charte d'engagement. On ne fait pas d'assistanat, c'est hors de question. On n'est pas non plus des services sociaux, donc on a une charte d'engagement. Nous, on veut qu'ils aillent jusqu'à la réussite. Donc, ils doivent s'engager à mettre tout en place pour réussir leurs études le mieux possible, évidemment. On est là pour les soutenir. Et puis, à être aussi correct avec tous les employeurs qu'on a, et également à faire du bénévolat pour tous les mécènes qui nous aident. Parce qu'effectivement, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, je passe beaucoup de temps avec mon équipe à trouver de l'argent pour payer les loyers, les frais de scolarité de ces jeunes. Donc, on a plein de mécènes. Et ben donc, on se doit aussi de donner un petit coup de pouce également à nos mécènes pour faire quelques heures de bénévolat, par exemple faire du ramassage pour la banque alimentaire, effectivement des paquets cadeaux pour Noël à la FNAC avec le Secours Populaire. Donc ils ont une charte d'engagement qui doit être signée et en plus ils adorent ça. Ils adorent donner un coup de main. C'est hyper constructif. Ils ont l'impression de pouvoir rendre quelque chose. On a un réseau aujourd'hui. Alors l'équipe, c'est 16 référents universitaires, que des bénévoles. 16 personnes qui ont eu envie de s'investir dans cette commission solidarité. Chacun a un rôle bien précis. Je pourrais vous en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être plutôt courte. Aujourd'hui, en 3 ans, on a 32 partenaires et ONG, on a 20 mécènes, on a 24 partenaires pour l'emploi, ce qui est très important, et on suit ces emplois. On a 12 associations étudiantes qui nous ont rejoints et on travaille avec 10 services universitaires. On a également 20 parrains marraines. On organise 4 événements solidaires qui peuvent réunir jusqu'à 600 étudiants. Par exemple, notre plus gros événement, c'est Noël pour ceux qui restent, puisque sur notre campus à nous, de Dijon, il y a 700 étudiants qui resteront là à Noël. On invite des seniors, puisqu'on est aussi sur le lien intergénérationnel, des enfants également s'investissent. Et puis, donc, on est en train de créer une plateforme talent gagnant parce qu'ils viennent de loin et vous irez loin avec eux, c'est notre logo. Donc, en gros, c'est pour montrer aux entreprises que nos étudiants, ils ont quelque chose en plus parce qu'ils se battent. Ils se battent pour y arriver. Ils ont effectivement, ils arrivent à leurs études, mais ils se battent pour vivre, ils se battent et ça sera peut-être des futurs peut-être cadres ou techniciens de demain qui auront peut-être quelque chose en plus également à proposer. Et puis pour montrer en fait cet engagement, cette réussite, cette volonté de se battre, on va bientôt, là au mois d'octobre, faire des trophées de la réussite. Parce qu'on parle souvent des majors de promo et c'est chouette, mais est-ce qu'on peut comparer réellement un étudiant qui vit chez ses parents à Dijon, parce qu'on habite Dijon, et voilà, qui a tout, qui peut avoir des cours particuliers, et un étudiant qui n'a pas de parents? Encore hier, j'ai un étudiant, il a perdu ses 2 parents, qui n'a pas eu son année parce que il était au chevet de ses parents. Enfin voilà, comment
où est la balance? Et ben, quand on a des étudiants qui finissent major de promo et qui étaient à la rue, ben là, la différence est là. Et en tout cas, on veut absolument porter tout ça. Donc, juste pour vous donner des données chiffrées, on a aidé en 2 ans, puisqu'on n'a que 3 ans d'existence, donc 800 étudiants. On en a sorti 70 de la rue. Les accompagnements, enfin, le travail de mon équipe est absolument incroyable. Je suis très fière de mon équipe, mais qui parle mieux de nos résultats que les étudiants eux-mêmes. Donc, on s'est permis de faire une petite capsule vidéo très rapidement jeudi soir. Donc, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, ça vous donnera quelques infos sur finalement le ressenti de nos étudiants sur les aides qu'on leur apporte. Bonjour, je m'appelle Moussaïb, je suis étudiant au sein de Passerelle ici en exil. Moi, c'est Farida, je suis étudiante à un master 2 de recherche en sciences de gestion. Je m'appelle Alexandre, je suis en filière de droit. Je m'appelle Suleiman, étudiant non-voyant. Je m'appelle Ted Vladi, étudiant en 3 ans de sociologie. Et sur Simon Kondo, et je viens d'obtenir ma licence en sociologie. Grâce à CSE, j'ai pu trouver un travail dans un des meilleurs restaurants gastronomiques qui appartient à Mousselin Ducasse. J'ai bénéficié d'un soutien alimentaire. Dès-là du soutien alimentaire, on bénéficie d'un soutien moral, d'un soutien affectif et c'est très très important pour la réussite scolaire. Dernièrement, grâce à la CSE, j'ai été recrutée dans une grande entreprise de blanchisserie et j'y travaille en tant que gestionnaire administratif et ça répond parfaitement à mon profil et franchement, je suis très contente. J'ai eu un suivi personnel qui m'a permis de réussir mon année de droit. Si vous voulez réussir votre année en ayant un bon suivi personnel, il vaut mieux se lancer dans le tutorat et vite tout s'enchaîne. J'ai eu des cours très rapidement. J'ai pu très vite me remettre en question et travailler sur ce qui n'allait pas. Et par conséquent, vraiment, je recommande d'aller à la CSE. Wow. J'avais eu comme aide, notamment un ensemble d'équipements adaptés, entre autres le logiciel Dragon, Naturally Speaking, qui permet de saisir tout sur un ordinateur. Donc, ils m'ont aidé aussi, par exemple, à rencontrer un très bon ostéopathe. Je suis logé au sein du foyer des aveugles. Et donc, la CSE, voilà, effectivement, m'a aidé, par exemple, à régler quelques loyers. Quand j'avais du mal à payer le loyer, et grâce au centre, dans un premier temps, le centre m'a aidé à payer en partie mon logement. Et c'est grâce au centre qu'aujourd'hui j'ai pu non seulement valider d'aller, mais obtenir une inscription en master, parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, à chaque lundi et chaque jeudi, je venais au niveau du centre pour récupérer les vivres qui me permettaient non seulement de manger, aussi de réviser. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un autre boulot grâce au centre. Et étant donné que je travaille de nuit, j'ai du mal à me rendre au niveau du travail. Et le centre m'a permis d'obtenir un vélo qui me permet d'aller chaque jour au travail. Ils m'ont aidé à trouver une entreprise en alternance qui est Combirail, donc des séances de formation sur l'entretien, sur comment préparer son CV, comment rédiger une lettre de motivation et comment aussi chercher aussi une entreprise. Donc, j'ai eu même droit à une marraine. Également aussi, j'ai quand même eu droit aussi à des aides alimentaires. J'ai carrément oublié de vous présenter ma super marraine. Elle s'appelle Madame Eve et donc c'est quand même l'occasion de la dire merci. Merci beaucoup marraine pour votre soutien, pour vos conseils, pour tout ce que vous faites pour moi. Vous continuez par faire, vraiment merci beaucoup. Ces jeunes-là, ils sont pleins de gratitude et pleins d'amour pour nous. Moi, tous les 3 jours, ils m'appellent pour savoir comment je vais. Ben écoutez, mon voisin, il ne peut pas me voir pendant 3 semaines, il ne va pas me demander. Vous avez besoin d'un job, et n'hésitez pas d'aller au centre de solidarité. Ça m'a permis d'être stable mentalement et physiquement. C'est hyper utile au sein notamment des étudiants qui rencontrent énormément de difficultés. Donc, juste pour signifier quand même ma reconnaissance,
vis-à-vis de tout ce qu'ils ont pu apporter à mon humble égard. Donc, une belle expérience. Les gens sont hyper sympas, ouverts, accueillants, assez humanistes. La CSE, Le coup de pouce. le coup de pouce Pour la réussite De vos études. Bon, je pense que c'était important d'entendre les étudiants, c'est vraiment des très beaux témoignages. Et on voit que l'innovation dont on parle, c'est une innovation qui est engagée. On parle toujours d'innovation dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de l'économie. Là, cette innovation, c'est une innovation qui est de l'ordre aussi du care, du souci d'autrui. Et on le voit, ça change des vies, ça sauve des vies. Donc ça, je pense que c'est la plus belle des récompenses aussi, et qui fait que les uns les autres, vous le faites avec plaisir. C'est la question du sens. On va, parce que je vois que le temps passe, on va réduire peut-être ce qu'on avait prévu sur la partie de l'évaluation, et on va en venir à quelques questions que j'avais posées aux uns et aux autres. Alors on va raccourcir encore un peu plus par rapport à ce qu'on avait prévu. On va commencer peut-être par celle-ci. Aujourd'hui, si vous aviez à proposer un verbe qui soit un synonyme de innover pour la réussite de tous les publics, un ou plusieurs verbes, quels seraient ces verbes, ce ou ces verbes? Alors, Vanessa. Alors, moi, j'ai choisi comme verbe comprendre les problématiques, parce que c'est important, adapter les réponses à ces problématiques que rencontrent nos étudiants, mobiliser et fédérer les acteurs universitaires, donc nos collègues, mais également différents partenaires, le monde de l'entreprise, donc collaborer avec le monde socio-économique, échanger les pratiques avec nos collègues des autres universités, valoriser la réussite, encourager l'engagement et surtout, et enfin, comme là j'ai pu le faire, savourer quelques mini-victoires. Chaque mini-victoire. Ce sont des belles victoires. Là, on est déjà dans l'écosystème de l'innovation. Karine? Alors pour moi, travailler contre l'autocensure, responsabiliser, accompagner, faire adhérer, soutenir les équipes et acculturer les équipes pédagogiques. Je vais y arriver. Merci. Oui, donc beaucoup de choses ont été dites. Pour moi, oui, répondre à la diversité avec une approche d'innovation, c'est ouvrir les cursus pour répondre à la diversité, articuler les formations à l'environnement également, parce que la diversité est en partie due au monde qui nous entoure, accompagner, outiller les étudiants pour leur permettre de progresser dans leurs apprentissages. Et puis, ça fait aussi référence à l'évaluation. Il faut qu'on soit assuré que ce qu'on met en place a un impact. Donc, je voulais aussi suivre l'impact des dispositifs mis en place pour adapter continuellement dans une approche d'innovation. C'est toute la partie recherche qu'on n'a pas pu traiter, mais pour lesquelles il pourrait y avoir des questions. Bertrand avait proposé comprendre parce qu'il faut comprendre la diversité des publics pour innover, former, parce qu'une fois qu'on a compris, il faut savoir quoi faire, et enfin se réjouir, parce que c'est particulièrement réjouissant quand on parvient à faire réussir ceux qui auraient été en échec sans nos actions. Donc c'est vraiment cette spirale éclairée et heureuse de l'innovation. Alors en deuxième question, si vous aviez, est-ce que vous pouvez identifier une menace ou une incertitude qui pèse sur l'innovation au service de la réussite? Vanessa. Alors, je vais être franche. Moi, c'est l'argent. Enfin, c'est tous les freins pratiques pour la recherche de financement, parce que pour nous, ça nous coûte très cher tout ça. Et ces financements sont indispensables pour soutenir nos étudiants, mais également les moyens humains, parce que pour faire tout ça, on voit bien que chaque année, on a 30% d'étudiants qui sont de plus en plus nombreux à nous connaître et à venir même vouloir changer d'université pour venir nous voir. Donc voilà, donc on a aussi des besoins humains de croissant. Je souhaiterais que la reconnaissance de cette activité qui est un peu nouvelle en France, soit davantage déployée. Et puis la reconnaissance également de l'engagement solidaire de tous nos collègues qui travaillent un peu dans l'ombre, qui sont investis pour nos étudiants en plus de leur travail. Voilà, ça c'est des choses effectivement qu'il faut continuer à montrer et à soutenir. Voilà.
Super. Karine? Alors moi, je me suis permise d'inverser la question, c'est-à-dire de prendre la bouteille à moitié pleine, quelles seraient nos forces et quelles opportunités dans ce cadre de la réussite étudiante. Et bien pour moi, dans l'actualité de nos établissements, on parle d'interopérabilité des systèmes numériques. Et pour moi, poursuivre la structuration de la liaison lycée-université, faire connaître, faire savoir notre système qui permettront de mieux finalement préparer les lycéens sur notre écosystème et ce qu'on attend d'eux. Donc voilà, les 3 co seront gages de réussite: cohésion, collaboration et cohérence. Voilà ce que j'avais à dire. Magnifique programme politique élaboré aujourd'hui qu'on va pouvoir proposer au plan national. Cécile? Oui, donc les menaces, en tout cas, voilà, c'est de développer des dispositifs qui tombent un petit peu à l'eau, dans le sens où on a mal évalué les besoins des étudiants. Pour moi, il faut savoir s'outiller pour réaliser et développer des dispositifs au plus près des besoins de l'étudiant, et donc recueillir la parole de l'étudiant et savoir le faire, et le faire constamment. C'est la première chose. Et puis, deuxième menace, ça rejoint également ce que disait Karine, l'infrastructure technique actuelle qui arrive à ses limites pour prendre en charge la personnalisation et la flexibilisation demandée dans le cadre de la diversité des étudiants. Nous devons nous organiser pour pallier au retard des outils nationaux et pour assurer véritablement la mise en œuvre de la personnalisation dans les cursus étudiants. À bon entendeur pour le retard national sur les outils. Voilà. Bertrand avait identifié comme principale menace le fait qu'on perde collectivement l'objectif d'élever le niveau de qualification de la population et qu'on accepte finalement que les inégalités se maintiennent comme étant inéluctables. Donc pour lui, l'essentiel, c'est de ne jamais perdre cet objectif collectif de réduire les inégalités. Et comme dernier point, avant de passer aux questions, si vous avez carte blanche pour mener un projet transformant au service de la réussite de tous les publics ou d'un public particulier, quel serait-il en 30 secondes chacune? Alors, premièrement, il ne faut jamais me laisser carte blanche. Vous en parlera mon président. La dernière fois qu'il l'a fait, j'ai monté la commission solidarité. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, pour répondre plus sérieusement à cette question, donc j'aimerais, moi, personnellement, pouvoir déployer le dispositif de la CSE dans un maximum d'établissements, et je serais prête à les soutenir pour, comme Bertrand le fait pour Atypie Friendly. Moi, si je peux aider des établissements à le mettre en place, je suis partante. On le fait déjà sur nos sites territoriaux. Et puis, j'aimerais également impliquer davantage les personnels universitaires, justement sur cette démarche globale d'accompagnement de nos étudiants. Voilà, en 30 secondes. Mais également le monde de l'entreprise et qui aime justement ces profils atypiques aussi. Voilà. Super. Alors moi, c'est créer une L0, j'ai pas encore le nom, mais L0, aide à la prise de poste du métier d'étudiant. Finalement, quels seraient leurs besoins au regard de la fiche de poste pour assurer les missions proposées? Voilà. Alors, la carte blanche, dans le cadre des NCU, on s'est permis des cartes blanches, et je vais parler de quelque chose qui est en route à l'Université de Bordeaux. On a la volonté d'impliquer l'étudiant, de l'engager dans l'amélioration continue de l'offre de formation. Donc, on met en place petit à petit des projets qu'on nomme partenaires pour que l'étudiant, aux côtés de l'enseignant et aux côtés du personnel, qui peut être personnel administratif, puisse nous apporter son point de vue pour faire avancer l'offre de formation, pour faire avancer la transformation au sein de notre université. Très bien. Et pour Bertrand Montubert, un axe important, c'était de favoriser la formation de tous les enseignants en permettant une décharge de services pour qu'ils puissent se former périodiquement à la pédagogie universitaire sans se limiter aux primo-entrants et aux dispositifs actuels. De la même façon que pour les médecins, il y a cette notion de développement professionnel continu qui existe. Je souligne sur le sujet le MOOC se former pour enseigner dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup à tous nos intervenants, vraiment pour ce partage d'expérience et d'énergie.
autour d'une innovation qui est vraiment profondément engagée, qui mêle adaptation constante, créativité, et vraiment au service des étudiants et au service de trajectoires multiples, mais de belles trajectoires de réussite. Donc vraiment un grand bravo à toutes et à tous. On a un petit peu débordé, désolé. Alors, je vais lire les questions. Pourquoi les étudiants bénévoles de la commission Solidarité, qui ont chacun un rôle et des missions, ne sont-ils pas payés ? Parce que j'ai pas d'argent. Et puis non, mais c'est même pas ça. C'est qu'ils le font naturellement. C'est-à-dire que quand j'ai créé la commission Solidarité, au départ, on était 2, avec Nora Zrida, qui est une sainte femme, qui fait ça depuis 20 ans. Et puis, tout doucement, il y a des gens qui ont eu besoin, après le Covid, de trouver peut-être un sens en plus de leur travail au sein de la communauté. Donc, ils sont venus naturellement. Et après, on a monté, en fait... c'est cette commission avec toutes les bonnes volontés et de toute façon, voilà, je n'ai pas assez d'argent pour fonctionner actuellement, donc voilà. Mais puis la priorité, c'est que cet argent soit déployé pour les étudiants. Après, si chacun donne quelques heures de son temps en plus de son travail, ça prend. Enfin, voilà, chacun fait quelque chose un tout petit peu, on peut faire des grandes choses en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a un complément de question à cette... En attendant, j'ajoute que ça rejoint aussi ce que font les étudiants pour l'engagement. Certains choisissent de le valoriser dans leur cursus et d'autres tiennent à ce que justement l'engagement soit déconnecté d'une valorisation, et c'est vraiment leur quote-part à l'action collective. Oui, une courte question, mais vous m'entendez, ouais. Un des vrais verrous pour les enseignants, finalement, c'est leur libérer du temps. Et leur libérer de temps, c'est leur donner la possibilité d'intervenir sur ce type d'enseignement. Et peut-être que le vrai verrou au niveau national qui a été évoqué, c'est de sortir un peu d'un cadre réglementaire d'enseignement 192 heures et ainsi de suite, et de le reconnaître vraiment. L'apprentissage du projet n'est pas reconnu au bon niveau pour les universités, dans leur service. De la même que ces activités-là pourraient être reconnues dans un cadre normal de service d'un enseignant-chercheur à l'université. Et là, il faut qu'on bouge des grosses lignes. Et s'il y avait carte blanche, je pense que cette carte blanche-là, il faudrait la jouer au niveau des établissements pour mobiliser toute une part de la population enseignant-chercheur qui, pour l'instant, comptabilise son enseignement transmissif principalement parce que c'est ce qu'on lui demande. On continue les questions. On attend peut-être pour une dernière question. Pas facile de répondre au niveau national sur cette question. Une autre question sur le PAD. Alors du coup, avez-vous des exemples de dispositifs, actions, projets permettant de lutter contre les discriminations autres que le validisme, à savoir racisme, LGBTI-phobie, et favoriser l'inclusivité de toutes et tous ? Alors, nous, personnellement, à l'Université de Bourgogne, on a beaucoup d'étudiants internationaux. On n'a jamais eu de problème de discrimination de par leur origine, par exemple. On n'a pas, au niveau LGBT, j'ai pas eu écho non plus, mais c'est possible que ça ne soit pas remonté jusqu'à nous. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas eu d'écho, effectivement, de ce genre de problème. Ah, d'accord. Eh ben, le projet, en tout cas, pour nos étudiants internationaux, c'est la plateforme Talent Gagnant, où effectivement, on va proposer au MEDEF et à la CPME, en fait, des profils d'étudiants différents qui sont
peut-être dans le monde de l'entreprise et pas au sein de l'université, peut-être discriminés de par leur nom de famille, ou voilà, il y a un peu des préjugés par rapport à leur nom de famille ou leur couleur. Et pour autant, certains sont très doués et ont plein de compétences, parlent 5 langues, ils ont plein de courage et donc justement travaillent sur cette plateforme avec les développeurs de Axios. Elle sera en ligne à partir du mois d'octobre et le MEDEF est déjà au courant, qui vont pouvoir justement piocher sur des étudiants différents. Il y aura également des étudiants qui sont porteurs de handicap. Voilà, pour montrer que cette différence, c'est talent gagnant, donc ils viennent de loin, quel que soit d'où ils viennent, de leur parcours de santé ou leur origine, ils viennent de loin et avec eux, vous irez loin. Ils ont des petites choses en plus. Voilà. Ça rejoint aussi toute la question pour l'établissement des schémas directeurs qu'ils doivent mettre en place au service de l'inclusion, au service de la non-discrimination, avec toute une série de dispositifs. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues, qu'on n'a pas forcément traitées dans la table ronde. Je précise simplement sur la question qui était posée précédemment sur le temps. Alors je sais qu'on doit surveiller le temps, mais sur la question du temps, c'est effectivement un impensé, je trouve, dans l'enseignement supérieur. D'année en année, les missions des uns et des autres ont augmenté. Tout le monde fait beaucoup plus de choses pour tenir tous les objectifs. Et là, on manque, je trouve, d'un calcul extérieur pour savoir exactement tout ce qu'on a à prendre en charge. Est-ce que c'est soutenable? Je pense qu'on a déjà la question. Ça repose sur des bonnes volontés, sur de l'engagement personnel et individuel. Et là, il y a quelque chose qui fait que si on veut regagner du temps pour faire l'essentiel, il faut forcément qu'on ait cette réflexion structurelle sur effectivement le décret enseignant-chercheur et sur l'enseignement supérieur dans son ensemble. Merci beaucoup pour cette table ronde et je suis désolée de couper les échanges parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de questions. Je vous inviterai à poursuivre. Merci encore vraiment pour cette table ronde très riche.